Après la domination soviétique et yougoslave que l'on a vu dans notre second épisode consacré à l'histoire de l'Eurobasket, si vous voulez le retrouver d'ailleurs, il faut cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite actuellement. Le basket européen s'est amélioré. Doucement mais sûrement, le basket s'est même globalisé. La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle seront absolument magnifiques. Et on commence directement en 1987 à Athènes, avec un simple nom, Nick Galis. Galis est né aux États-Unis, d'une famille d'immigrants grecs. Boxeur jeune, il est convaincu par sa mère de jouer au basket à la place. Elle craignait de le voir prendre trop de coups. À Seton Hill, en université américaine, il sera 3e meilleur marqueur de la NCAA derrière un certain Larry Bird. Drafté par les Celtics, il se blesse en pré-saison et on ne lui propose pas de contrat. Red Auerbach disant que ce fut la plus grosse erreur de sa carrière. Il rentre donc en Grèce pour devenir une légende et au championnat du monde 1986, il envoie un signal fort. Même si les Grecs terminent 10e, Galis est le meilleur marqueur avec 33,7 points par match, avec notamment une pointe à 53 contre le Panama. Au championnat d'Europe 1987, l'Union soviétique et l'Italie dominent chacune des poules, avec la Grèce se qualifiant 4e seulement après une lourde défaite notamment contre l'Espagne, et devant donc rencontrer l'ogre italien, qu'il défait finalement facilement en menant de 15 points à la mi-temps derrière un Galis en feu. Puis après avoir écarté la Yougoslavie, il se retrouve devant 17 000 fans une nouvelle fois acquis à leur cause face à la grande URSS. Match qu'il remporte 103-101 après prolongation grâce à 40 points encore de l'irrésistible Nikos Galis. En face, Sabonis n'est pas là, il est blessé, mais la présence de Walters, Volkov et Martunolis montre que l'URSS était toujours une grande équipe. Et il tombe malgré tout sous les coups de boutoir de la star grecque. Un des titres les plus incroyables de l'histoire dans une ambiance folle. En 1989, à Zagreb, les Grecs continuent sur leur lancée et éliminent les Soviétiques en demi-finale 81-80 grâce à un tir à 3 points dans la dernière minute et à un dernier marché soviétique. Galis avec 43 points et sur un nuage. Mais il ne pourra rien faire face à la génération dorée yougoslave. Que dire, les noms sont de la musique à nos oreilles. Dražen Petrović, Predrag Danilović, Vlade Divac, Toni Kukoc, Stojan Vranković, Žarko Papalj ou encore Dino Radja. La Dream Team yougoslave écrase la compétition, remportant de 20 points leur demi contre les Italiens et leur finale contre les Grecs, malgré 30 points de Galis. Le MVP, c'est Dražen Petrović, le génie arrogant, déjà au sommet de son art. 2 ans plus tard, en 1991, on se retrouve à Rome, avec une Italie toujours placée, qui se hissera encore en finale. Pour la Yougoslavie, c'est à la fois l'apothéose et la désintégration. La guerre yougoslave gronde. Petrović et Vranković, les Croates, ne viennent pas, et Jure Dovce, le Slovène, vient mais repart au bout de 3 matchs après la déclaration d'indépendance de son pays. Toni Kukoc et Radja, les Croates, sont quant à eux de la partie. Profitant de la non-qualification des Soviétiques, c'est un boulevard pour les Yougoslaves, et les Italiens, pourtant très solides, ne servent que de faire valoir. Toni Kukoc, quant à lui, se révèle au monde avec une prestation XXL, qui lui vaudra le titre de MVP. Mais la grande Yougoslavie n'est plus. Elle sera d'ailleurs exclue en 1993 à Munich, à cause de la guerre, pour le championnat d'Europe le plus ouvert de l'histoire, sans Union soviétique et sans Yougoslavie, donc, mais remplacée par la Lituanie, la Croatie, la Slovénie et la Bosnie, pays issus des désintégrations de ces deux pays. Alors que la France, de retour au plus haut niveau, perdait en quart contre les Grecs au buzzer, les Allemands à la maison sortaient 4e de leur poule après des défaites contre la Croatie, la France et l'Estonie. Pourtant privés de leur star Detlef Schrempf, avec une équipe expérimentée, les Allemands se feraient un chemin en finale. Grâce à un tir au buzzer de Christian Welp, ils battent l'Espagne en prolongation 79-77 alors qu'ils perdaient de 6 points à 1 minute 30 de la fin. Puis tiennent parfaitement Fasoulas, le pivot grec qui se dressait face à eux pour défier la Russie en finale. Dans une des plus grandes finales de tous les temps en termes de suspense, Christian Welp met le dunk avec la faute et le lancer franc au buzzer qui permettent à l'Allemagne de remporter son premier titre, le plus gros upset de l'histoire de l'Eurobasket, pour une équipe que personne n'attendait. En 1995, en Grèce, cette fois les Yougoslaves sont de retour, et ils sont de retour avec une vengeance. Ils battent la Lituanie en poule et les retrouvent en finale après avoir disposé de la Grèce à domicile en demi-finale. Avec Paspalj, Danilovic et Bodiroga, mais surtout Sacha Djordjevic, auteur de 41 points à 9 sur 10 à 3 points, face à un Martulonis lui aussi de gala avec 32 points, la finale est absolument splendide et sera remportée par les Serbes 96-90.
On retiendra tant le dunk de Danilovic sur Sabonis que l'intensité du match, où les arbitres furent mis à rude épreuve et les Lituaniens menacèrent de refuser de continuer de jouer après un temps mort devant les coups de sifflet arbitraux. Après quelques minutes de pourparlers, notamment avec Sacha Djordjevic, là, ils s'y remettront, mais le mal était déjà fait. Mais l'autre image marquante de cet Eurobasket, ce sera celle du podium, puisque les Croates partirent et refusèrent de rester à côté de leurs ex-frères yougoslaves, pourtant sacrés champions d'Europe devant eux. En 1997, à Barcelone, c'est l'Italie qui crée la surprise en poule en s'imposant contre les Yougoslaves. Mais se frotte à un Djordjevic étincelant 2 ans après sa finale incroyable de 1995. C'est peine perdue pour les Italiens. Djordjevic est élu MVP. Cela fait donc 4 titres de suite sur les éditions auxquelles a participé l'ogre yougoslave, mais l'hégémonie va s'arrêter en 1999, à Paris, où l'équipe de France annonce son retour au plus haut niveau en battant la Turquie en quart de finale au forceps grâce à un grand Laurent Forest dans le Money Time, mais s'incline malheureusement face à l'Espagne en demi-finale, équipe qu'ils avaient pourtant battue de 20 points en poule. La Yougoslavie, qui a dominé toutes les années 90, s'arrête en demi-finale. Les Italiens leur mettent une claque et affrontent l'Espagne pour un remake de 1983, déjà en France. C'était déjà une autre fin d'ère puisque c'était le premier titre non soviéto-yougoslave en 30 ans. L'Italie, plus expérimentée, l'emporte au forceps défensivement grâce à un grand Grigor Fučka qui sera élu MVP de la compétition. En 2001, à Istanbul, la grande histoire, ce sera la Turquie. Les 12 géants, comme ils seront appelés. En s'appuyant sur leur bonne performance en 1999 et dans un volcan à la limite du tolérable, les 12 géants turcs profitent d'une ambiance fantastique et parfois d'arbitrage un tout petit peu douteux, changé la veille du match pour leur faciliter la tâche contre l'Espagne et battent la Croatie en quart de finale dans un match accroché jusqu'au bout et grâce à un Mirsad Turksan monstrueux. Ils se retrouvent face à l'Allemagne en demi-finale et portés par Hidayet Turkoglu, ils assurent leur place en finale et leur première médaille européenne de l'histoire. Néanmoins, face à l'Armada yougoslave, c'en est trop et les Yougoslaves remportent une nouvelle fois et pour la dernière fois le titre. En 2003, à Stockholm, c'est le premier drame français des désillusions en fin de match. Tony Parker est déjà là, déjà le leader, mais il perd la balle qui aurait permis à la France d'aller en finale face à la Lituanie. Après avoir battu l'Italie de 30 points en poule, leur adversaire pour la 3e place, le basket français est assez confiant, espérant obtenir une médaille et un billet direct pour Athènes. Dans un match triste, les Français s'inclinent face aux vétérans italiens et laissent leur billet aux futurs vice-champions olympiques. L'Espagne, quant à elle, est de retour en finale, avec les premières éditions pour de futurs cadres comme Juan Carlos Navarro. Mais tombe sur un os en finale, la Lituanie qui domine avec Šarūnas Jasikevičius, leur première médaille depuis 1939 grâce à une génération dorée. Macijauskas, Stombergas, Songaila, Lavrinovic, des noms qui laissent rêveurs. Ils éliminent successivement l'Allemagne, la Serbie-Monténégro et la France avant d'achever l'Espagne, épuisée de leur demi contre l'Italie, et ce malgré un grand Pau Gasol avec 36 points. En 2005, à Belgrade, la France rate son début d'Euro et doit passer par un 8e de finale face à la Serbie-Monténégro à la maison. Mais réussit l'exploit de vaincre cette équipe grâce à une deuxième mi-temps tonitruante face à une équipe désintégrée par des crises d'ego dans le vestiaire. La route au titre est alors ouverte, mais le drame se produit en demi-finale. On la connaît tous cette histoire, menant de 7 points à 35 secondes de la fin, ils ratent des lancers, perdent des ballons, font des fautes bêtes et se font punir par Diamantidis au buzzer. Un crève-cœur encore aujourd'hui pour tous les Français dont on ne s'est pas encore remis, soyons honnêtes. Ils se ressaisiront néanmoins pour glaner une magnifique médaille de bronze face à l'Espagne. Dirk Nowitzki, dont on n'a pas encore parlé, porte son équipe allemande sur une édition où il battra de nombreux records et sera élu MVP. Il élimine notamment à lui tout seul l'Espagne grâce à un shoot au buzzer et une performance XXL. Mais la marche est trop haute face aux Grecs, qui s'imposent et remportent leur 2e titre de champion d'Europe. En 2007, à Madrid, on se dit que c'est enfin l'année des Espagnols, à la maison, après de nombreuses éditions à passer si près et qui sont champions du monde en titre. Ils dominent un tournoi marqué par de nombreux tirs incroyables, au buzzer, des matchs fantastiques de suspense, et enfin une seconde gréquifisation après celle des Français, ce sont les Slovènes qui s'effondrent face aux Grecs alors qu'ils menaient de 12 points à moins de 3 minutes de la fin. Ils vont perdre des ballons, se jeter dans la pression alors qu'il n'y a pas besoin, ne pas prendre leur temps et faire couler le chrono, et les Grecs, froids comme des lames, comme à leur habitude, se jettent dans l'ouverture laissée par leurs rivaux. Le plus gros comeback de l'histoire de la compétition, et de loin.
La France est une nouvelle fois prétendante, mais échoue encore avec des lancers francs ratés dans les dernières secondes pour égaliser par 2 fois face à une équipe russe expérimentée et efficace. Cette équipe russe retrouve d'ailleurs l'Espagne en finale dans un grand match. Pau Gasol croit donner un avantage définitif à son équipe, mais rate un lancer franc in and out. Et ce sera une histoire de cercle, cette finale. D'abord celui de Gerard Holden, l'américain du CSK naturalisé, qui fait lui aussi un in and out, mais la balle finit par rentrer pour permettre à son équipe de passer devant. Puis c'est au tour de Pau Gasol de faire un in and out, celui-ci qui sortira, un brise-cœur pour l'Espagne, mais une magnifique récompense pour une valeureuse équipe russe. En 2009, à Katowice, c'est enfin l'année des Espagnols, et pourtant, c'était pas si évident que ça. Les doutes sont toujours présents après une défaite énorme en Lituanie en préparation, puis face à la Serbie, et un match face à la pourtant petite équipe de Grande-Bretagne où ils sont virtuellement éliminés, perdant de 4 points à quelques minutes de la fin. Ils s'en sortent finalement et finissent par se rebeller pour terminer à l'arraché 4e de leur poule et rencontrer la France en quart de finale qui avait pourtant été jusque-là absolument incroyable, ne perdant aucun match pour la première de Vincent Collet. Malheureusement, ils ne seront pas de taille face à une équipe espagnole complètement décomplexée qui roulera ensuite sur la Grèce et la Serbie pour enfin l'année de la consécration pour la NBA. En 2011, c'est un championnat d'Europe très relevé, peut-être le plus relevé de l'histoire, puisque c'est le lockout NBA. Les stars n'ont pas à se préoccuper de leur franchise et sont pleinement concentrés et disponibles pour cet Eurobasket. À Vilnius, au pays du basket, en Lituanie, les Espagnols commencent doucement, en mode diesel, avant d'étriller les Lituaniens à domicile et de se lancer dans un tournoi sur lequel ils vont rouler jusqu'en finale face à la France. Ils battent notamment sur leur chemin la Macédoine, qui avait brisé le cœur de la nation lituanienne suite à cette erreur de relance et ce tir d'Ilievski, le plus important de sa carrière, dira-t-il, qui permettra à son pays d'atteindre les demi-finales. De l'autre côté, la France réussit un magnifique tournoi, une nouvelle fois, et se venge une à une de ses désillusions passées. Les Grecs de 2005 en quart de finale et les Russes de 2007 en demi. Il ne reste plus que les Espagnols en finale pour boucler la boucle. Malheureusement, ils seront trop forts et s'imposeront pour le 2e titre consécutif espagnol. En 2013, à Ljubljana, plus de lockout et moins de joueurs NBA. Joachim Noah manque à l'appel pour les Bleus, tout comme Pau Gasol et Juan Cannavaro pour l'Espagne ou Kirilenko pour la Russie. Les Français sortent 3e de leur poule, notamment en perdant de 15 points contre la Lituanie. Mais cette équipe a de la ressource. Elle bat la Slovénie à la maison dans un match étouffant avant de compléter leur masterpiece, une victoire face à l'Espagne en demi-finale malgré un déficit de 14 points à la mi-temps. Tony Parker est absolument monstrueux et pour la première fois depuis 2005, la France bat son rival de toujours. En finale face à la Lituanie, pourtant pas favorite, elle montre les muscles et grâce à une équipe polyvalente et bien construite, va au bout de son rêve en s'imposant enfin après près de 80 ans de recherche de titres. En 2015, pour la première fois, alors que la situation en Ukraine est compliquée et que la guerre en Crimée est déclarée, l'organisation se tourne vers 4 pays, qui organisent chacun un groupe, avant que la France n'accueille la phase finale dans le magnifique stade Pierre-Mauroy devant 27 000 personnes, un record européen pour un match de basket. Les Espagnols commencent une nouvelle fois très doucement, perdant contre la Serbie et l'Italie avant d'arracher un match contre l'Allemagne. Elle se défait difficilement de la Grèce en quart avant d'affronter une France qui a dominé le tournoi jusque-là. Le match sera une œuvre d'art dans un stade chauffé à blanc. Les Français répondent présents et Sergio Rodriguez, qui aura été absolument monstrueux sur ce match, met son équipe à +3 avant que Nico Batum n'envoie les 2 équipes en prolongation grâce à cet énorme tir. Pour notre plus grand malheur, Pau Gasol finit une partition dantesque avec 40 points pour remporter ce match et arracher le cœur de tous les Français. Ils remporteront par la suite leur 3e titre en battant une Lituanie légèrement en dessous, tandis que la France se consolera en remportant largement le match pour la 3e place. Et enfin, dans la dernière édition en 2017, dans un tournoi très ouvert, notamment dû une nouvelle fois aux absences, ce sont les Allemands qui briseront les rêves des Français en 8e de finale, dans une défaite qui construira cette équipe pour leur prochain succès. Mais la vraie histoire du tournoi, ce sont les Slovènes. Ils finiront le tournoi invaincus, premier pays à le faire depuis 1995, en marchant sur tout le monde. Leur match le plus difficile fut certainement le quart de finale contre les Lettons de Kristaps Porzingis, qui nous offrit un fantastique duel face à Luka Doncic, la pépite slovène déjà à un niveau dantesque avant sa draft NBA. L'Espagne, terre d'accueil de Luka,
qui a joué au Real Madrid, ne servira que de faire valoir en demi-finale, et malgré la blessure de Luka et la fatigue de Dragic en finale, le naturalisé Anthony Randolph et surtout un superbe Klemen Prepelic permettront à la Slovénie indépendante de devenir championne d'Europe pour la première fois de son histoire. Et maintenant, qui sera le vainqueur de l'Eurobasket 2022 ? Faites vos jeux. On espère que cette série un petit peu originale vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous en voulez plus. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.